Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, les coupures d'électricité causent des pertes considérables pour les usagers. Pour le quartier d'Itos, la coupure peuvent atteindre jusqu'à 8 heures dans la journée. Les détails avec Fajasena Mireille sur les images de Yves Janel. Les usagers se plaignent des coupures d'électricité de ces derniers temps. De nombreuses pertes sont enregistrées, que ce soit matérielles ou financières. Pour le quartier d'Itos, ces coupures durent de 4 heures et peuvent même atteindre jusqu'à 8 heures dans la journée. Irène, une couturière, ne parvient pas à finir ses travaux à temps. Elle est obligée de reporter ses livraisons. Heureusement que ses clientes sont compréhensives, dit-elle. Viviane, une coiffeuse, quant à elle, se plaint car ses matériels pâtissent de ces coupures. Ainsi, en une séance, la baisse de tension a abîmé 3 de ses brochines. Taïn, un électricien, subit également des pertes car ses clients ne lui font plus confiance, selon ses précisions. En effet, il ne parvient pas non plus à finir ses réparations à temps. Face à cette situation, les usagers lancent un appel de détresse aux responsables concernés. Face à cette situation, l'approvisionnement en électricité sur le réseau interconnecté d'Antananarive sera entièrement rétabli au plus tard vendredi, selon le directeur général par intérim de la Jirama, Ertin Narabarsan, ce jour devant la presse. Le nombre de camions-citernes transportant du fouel lourd sera augmenté, a-t-il rajouté. La Jirama fait face à 2 grands problèmes, ce qui a entraîné ces coupures, a-t-il poursuivi. Antoniana Martina, Nzaranjiansu. La Jirama a commencé la conférence de presse d'aujourd'hui par la présentation d'excuses à ses abonnés. Une conférence de presse tenue pour apporter des explications aux coupures d'électricité qui s'intensifient et qui font l'objet de plaintes des usagers actuellement. La société d'État fait face à 2 problèmes en ce moment. D'une part, la production d'électricité de la Jirama a baissé de 30% sur les centrales hydrauliques à cause du manque d'eau. Et d'autre part, la Jirama s'appuie un peu plus sur la production thermique. Pourtant, les problèmes résident dans le retard de l'approvisionnement en carburant et d'autres détails techniques. Ce sont les raisons pour lesquelles la Jirama doit procéder au délestage, car la production d'électricité connaît un gap de 40 MW sur le réseau interconnecté d'Antananarive. Rappelons que le besoin d'électricité de la population est de 240 MW. Pour solutionner les problèmes, le nombre de véhicules qui transportent le carburant de la Jirama a été augmenté. De 5 auparavant, la Jirama a reçu 50 véhicules de plus afin de rattraper le retard. Ces véhicules commenceront à travailler à partir de ce soir selon les explications. Selon les prévisions, le transport de carburant reviendra à la normale à partir de mercredi pour Antananarive. Après cela, la fourniture d'électricité s'améliorera. De même pour les villes de Madzing et de Tuliar selon les explications. La Jirama cherche également des solutions avec des lignes ferroviaires pour le transport de carburant afin de solutionner au plus vite le problème de carburant, surtout au niveau des régions, selon les explications. Dans un tout autre sujet, dans le cadre de la task force à la maison d'Antanmour, initiée par le ministère de la Justice, la ministre de tutelle, accompagnée par un représentant du tribunal de première instance et un représentant du PAC, y a effectué une visite inopinée dans la nuit du samedi. L'on a constaté par la suite que des personnes y sont emprisonnées sans pourtant être enregistrées. Les détails. Un problème de registre a été constaté dans la maison de force d'Antanmour lors d'une visite inopinée d'une délégation conduite par la ministre de la Justice, Raja Manatelasu Landboulatine, dans la soirée de samedi dernier. En effet, plusieurs personnes sont enfermées dans cette prison sans même avoir été enregistrées dans le registre. Le ministère de tutelle a initié la task force auprès de cette prison le 23 mai dernier pour pallier la surpopulation carcérale. Dans ce contexte, les prisonniers seront catégorisés par rapport à leur situation. La liste des prisonniers éditée par le chef pénitentiaire sera confrontée avec celle reçue par le cabinet d'instruction et le tribunal. La ministre a donc été stricte face aux agents pénitentiaires qui n'ont pas effectué leur travail. Lors de cette descente, la ministre a également rappelé l'égalité des droits de tous les détenus, tant au niveau des lieux de détention que dans l'exercice d'un travail en dehors de la prison, de sorte que seuls ceux qui satisfont aux exigences de la loi peuvent se voir accorder l'autorisation.
À cette occasion, 2 personnes avaient reçu une autorisation spéciale de quitter la prison pour des raisons particulières. Dans les actualités également, solution à la pollution plastique, tel est le thème choisi dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée ce jour à Tuamasin. En effet, la pollution plastique aggrave le changement climatique et la perte de biodiversité. Mervulatsferen, Pras de Lichon. À Madagascar, 10% des déchets générés sont plastiques. Ils détériorent les écosystèmes aquatiques, encombrent les canaux d'évacuation en milieu urbain et entraînent des épisodes d'inondations ravageurs. Par ailleurs, l'incinération à l'air libre des déchets en plastique génère des fumées toxiques, nuit à la santé humaine et aggrave la destruction de la couche d'ozone et par conséquent le réchauffement planétaire. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée ce jour à Tuamasin, la ministre de tutelle, Vinamarie Orléa, a annoncé qu'un centre de tri de déchets construit sur place est en cours de finition. Mis à part la protection de l'environnement, ce centre permettra également la création d'emplois. Selon les estimations, environ 200 tonnes de déchets y seront recyclés. Aujourd'hui, nous sommes plus en train de valoriser la transformation de ces plastiques-là, puisque ce sont des potentiels. Ce sont des potentiels qui peuvent créer des emplois verts, ce sont des potentiels en termes de transformation de tout ce qui est plastique en autre type de produits, notamment les charbons écologiques et bien d'autres choses. Donc avant d'aller plutôt vers l'éradication du plastique, on va d'abord commencer à transformer ces plastiques et puis ensuite nous verrons quelle stratégie est-ce qu'on peut adopter avec le secteur privé et les industries pour effectivement d'ici une vingtaine, trentaine d'années éradiquer le plastique à Madagascar, et c'est déjà la trajectoire qui se passe dans le monde de toute façon maintenant. Cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement en est à sa 50e année. Le thème choisi cette année est « Solution à la pollution plastique ». La célébration a été précédée d'un carnaval écologique. Par ailleurs, la commune de Mahavel-Nafoul-Pointe a été dotée de 15 bennes à ordures. On poursuit par les actualités sociales. Les communes sont en pleine préparation de la fête nationale. Les bureaux administratifs arborent tous des drapeaux. Plusieurs activités sont également prévues à l'occasion du 63e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. Yves Janel. Dans la commune d'Alassour, les drapeaux ont été hissés 2 jours après la levée officielle des drapeaux tenus vendredi dernier à Nalakeli. Faute de budget, la commune se charge également des décorations des locaux administratifs et des hôpitaux publics, explique le maire Jemiran Jiansou. Les particuliers commencent aussi à hisser leurs drapeaux. Selon eux, c'est une marque de patriotisme et qu'en cette occasion, les couleurs politiques ne comptent pas. Toujours dans le cadre de cette célébration, cette commune fera des dons aux personnes âgées et offrira des repas aux élèves en classe de 7e le jour du CEPE. Des événements culturels se tiendront également à partir du 24 juin et cela jusqu'en 26 juin. Comme le couvre-feu est appliqué dans cette commune pour des raisons de sécurité, il sera provisoirement levé à partir du 24 juin, soutient le maire. Et comme dans toute l'île, les pétards sont interdits. Et plus de 50 jeunes femmes et mères de famille ont bénéficié de formations en fabrication de savon artisanal hier à Alassour. Une formation initiée par le parti Iarekisik. La fabrication de savon artisanal est facile et les matières premières sont faciles à trouver. Saint-Sylvain. La fabrication de savon est facile et rapide. Seulement 10 minutes sont nécessaires. Pour cette formation qui s'est tenue à Alassour, de l'eau, de l'huile, du sel, de la soude et 3 autres produits chimiques disponibles dans les épiceries sont nécessaires. Aucun matériel spécifique n'est exigé. Pour hier, 50 jeunes et mères de famille ont bénéficié de cette formation. Selon les bénéficiaires, savoir fabriquer du savon contribue à réduire les dépenses domestiques. En plus, les savons produits durent plus longtemps à l'usage. Ces gens peuvent également vendre leurs produits après cette formation.
En économie, en tant qu'île, Madagascar figure parmi les nations qui ont des problèmes sur la pêche illicite. À cet effet, un atelier se tiendra à partir d'aujourd'hui pour une durée de 3 jours à Nkourundjan pour faciliter la réforme des politiques, développer une stratégie régionale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et aussi de renforcer le réseau d'acteurs dans l'ouest de l'océan Indien. Cet atelier est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Pêche et de l'économie bleue et de ses partenaires. Felana Rakoutoir Soul, Az Adjianoun, pour plus de détails. Madagascar est dans les 5 premiers pays dans le FITI ou Fisheries Transparency Initiative, grâce aux efforts de l'État à travers le ministère de la Pêche et de l'économie bleue. Depuis des années, il a une bonne place dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementaire. Toutefois, des efforts devraient être effectués et une collaboration régionale et internationale est nécessaire. D'après les explications, des mesures ont été prises au niveau national pour combattre la pêche illicite. On attend ce mercredi les recommandations afin d'améliorer les stratégies pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée. Santé à présent, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 à Madagascar dans la semaine du 26 mai au 2 juin a connu une baisse considérable. En effet, un seul nouveau cas recensé dans la région de Diana a été confirmé selon le bilan épidémiologique publié par le ministère de la Santé publique dimanche. Aucun décès ni malade présentant une forme grave liée à cette maladie n'est à déplorer. Durant ces dernières semaines, une tendance à la baisse du nombre de malades liés à la Covid-19 est constatée. La Grande Île compte à ce jour 2 cas actifs. À l'international, la tension tombe progressivement au Sénégal où des heurts de moindre intensité ont fait une nouvelle victime samedi, portant à 16 le nombre officiel de morts depuis la condamnation jeudi de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison. France 24. Malgré la tension palpable, les rues de Dakar sont restées calmes ce week-end. Dimanche, les autorités ont dénoncé des actes de vandalisme et de banditisme lors des manifestations qui ont suivi la condamnation du principal opposant politique du pays, Ousmane Sonko. 500 personnes ont été arrêtées selon elle. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Mais l'opposition dénonce, elle, une répression meurtrière. Le PASTEF, parti d'Ousmane Sonko, accuse le pouvoir d'utiliser des milices privées pour mater les populations civiles. Il donne un bilan de 19 morts parmi les manifestants et exhorte les Sénégalais à se défendre. Mais pour l'heure, ceux-ci n'ont même plus accès à Internet sur leur téléphone. Le gouvernement a décidé d'en couper temporairement l'accès après avoir désactivé les réseaux sociaux. Un acte de censure pour certains. Les manifestants publiaient les vidéos sur les réseaux sociaux pour informer le monde entier. C'est pourquoi l'État a coupé le réseau. Je pense que l'accès à l'information est un droit et l'État n'a pas le droit de crypter les réseaux sociaux. De nombreux Sénégalais redoutent désormais une arrestation d'Ousmane Sonko, devenu inéligible après sa condamnation jeudi pour débauche d'une jeune femme. Depuis, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 ne s'est pas exprimé publiquement. Très populaire auprès des jeunes, Ousmane Sonko dénonce depuis le début de l'affaire un complot du président Macky Sall pour l'éliminer politiquement. La Russie a affirmé lundi avoir repoussé une offensive de grande envergure ukrainienne dans le Donbass-Est, sans confirmation immédiate de Kiev, qui annonce depuis des mois préparer une action majeure pour reconquérir ces territoires. France 24. C'est la même question que se posent, je pense, ce matin les Ukrainiens en se réveillant à ces nouvelles venant en partie de ces annonces faites par la Russie, comme quoi il y aurait eu un échec d'une tentative de pousser dans le sud de la région de Donetsk, mais accompagné aussi d'informations sur des chaînes Telegram russes qui sont certes pro-guerre, pro-Poutine, mais un peu plus attachées à dire la vérité sur ce qui se passe sur le terrain, où l'image est un peu plus mixte
contexte des succès pour les Russes en détruisant de l'équipement, notamment américain, que les Ukrainiens utilisaient, mais aussi certains endroits, les Ukrainiens qui auraient poussé. L'Institut pour les études de la guerre à Washington dit qu'il n'est pas en ce moment en mesure de confirmer ces informations. Et côté officiel, en Ukraine, c'est vraiment silence radio. Le mot d'ordre qui a été d'ailleurs répété dans une vidéo qu'ils ont publiée hier est vraiment de garder le silence, de ne pas commenter, de ne pas donner d'informations qui pourraient dévoiler les plans de l'Ukraine quant à cette contre-offensive. Pour terminer, le Real Madrid a annoncé dimanche le départ de son buteur emblématique Karim Benzema après 14 années, 5 Ligues de Champions, 4 titres de champion et 1 ballon d'or. La future destination de l'attaquant français n'est pas encore connue. France 24. Le départ de Karim Benzema du Real Madrid. Il y a quelques heures encore, son entraîneur lui-même n'y croyait pas. Il a 1 an de contrat, donc pas de doute. Et pourtant, après 14 saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema quitte bel et bien son club madrilène au sommet de sa gloire. Ses 25 titres remportés, dont 5 Ligues des Champions, font de lui le joueur le plus récompensé de l'histoire du Real. Avec 353 buts, il est également le 2e meilleur buteur de l'histoire du club, derrière l'ancien numéro 7, Cristiano Ronaldo. Le parcours de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme. Lui, qui a parfaitement représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir. En 2022, Karim Benzema mène une campagne victorieuse en Ligue des Champions qui lui ouvre les portes du Ballon d'Or, le premier pour un joueur français depuis Zinedine Zidane en 1998. Si le numéro 9 est longtemps resté dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, une fois devenu capitaine, El Nueve s'impose comme un véritable leader après le départ du Portugais en 2018. Et comme l'ex-star du club espagnol, la suite pourrait s'écrire du côté de l'Arabie Saoudite pour Karim Benzema. D'ici là, le numéro 9 aura le droit à une cérémonie d'hommage et d'adieu. Elle aura lieu ce mardi à la Ciudad Real Madrid, en présence de Florentino Pérez, le président du club. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.